Une tuerie de masse dans un bus en pleine nuit, 0 témoin et un duo de flics pour traquer un tueur sans visage. C'est le point de départ du flic ricanant, un polar néo-noir clinique et poisseux signé Stuart Rosenberg. Accrochez-vous, le terminus est mortel. L'origine du projet réside dans le 4e volume de la série romanesque Le roman d'un crime du couple suédois Maj Sjöwall et Pierre Wallot. Le livre a connu un succès international immédiat, culminant avec l'obtention du prix Edgar Allan Poe du meilleur roman en 1971. Dans le roman original, que je n'ai pas lu, l'inspecteur Martin Beck, le protagoniste de la série, enquête sur le massacre d'un autobus à Stockholm. Les deux auteurs utilisaient le genre policier comme un scalpel destiné à disséquer les failles morales et structurelles de l'État-providence social-démocrate suédois. Le crime n'est jamais un acte isolé ou sensationnaliste, mais la manifestation tangible de l'aliénation de classe et de l'oppression systémique d'un régime qu'il qualifiait de bourgeois et d'hypocrite. Lorsque la Fox acquiert les droits d'adaptation, la décision est prise de transplanter l'intrigue de Stockholm à San Francisco. Cette décision, motivée par la volonté de toucher un public américain plus large, a entraîné une mutation thématique substantielle. Le scénariste Thomas Rickman a été chargé de traduire non seulement la langue, mais aussi le contexte politique et social de l'œuvre. Stuart Rosenberg a abordé le flic ricanant avec une exigence de réalisme qui tranchait avec les productions plus stylisées de l'époque. En tant que producteur et réalisateur, il a privilégié une approche mouche sur le mur, cherchant à capturer les interactions quotidiennes des policiers sans l'héroïsme traditionnel du genre. Réalisateur plutôt discret, Rosenberg est l'une de ces figures essentielles du cinéma américain des années 60 et 70, souvent décrit comme un artisan de luxe. Né à New York, il se forme à l'école de la télévision durant l'âge d'or des séries, en dirigeant des épisodes des Incorruptibles ou de la 4e dimension. Sa carrière cinématographique explose en 1967 avec Luc La Main Froide, où il dirige Paul Newman, qu'il retrouvera sur 3 autres films, Woza, Les Indésirables et l'oublié mais intéressant La Toile d'araignée. Il a réalisé également Le Voyage des damnés avec une belle distribution internationale, le premier est moyennement réussi Amityville, un immense succès commercial, avec les compliments de Charlie, ou encore Brubaker, où il revient, après Luc La Main Froide, à son thème de prédilection, l'univers carcéral et l'intégrité d'un homme face au système. Au début des années 70, Walter Matthau est une immense star de la comédie, indissociable de son rôle dans Drôle de couple ou de ses collaborations avec Gene Kelly et Billy Wilder. En acceptant le rôle de l'inspecteur Jacques Martin chez Stuart Rosenberg, il décide de gommer son timing comique et ses mimiques habituelles pour livrer une performance presque mutique. L'année 73 est cruciale pour l'acteur car il enchaîne 2 polars qui vont redéfinir son registre dramatique,
Le film de Rosenberg est tué Charlie Varick, qui sera bientôt traité sur la chaîne. L'année suivante, il sera à l'affiche des Pirates du métro, autre polar culte dont j'ai parlé récemment. Did Dave ever talk to you about his work? He hated his job. He hated the physical violence. He had to force himself to go to work. Christ. The only part he liked was the investigation, following people and stuff. Did he ever mention who he was following? I don't know. Just that he was working with you. I don't know, something about an unsolved case or something. En 1973, Bruce Dern est devenu l'homme qui a tué John Wayne à l'écran, s'attirant les foudres du public. Dans Le flic ricanant, Rosenberg utilise cette ambiguïté. On ne sait jamais tout à fait si son personnage est un bon flic ou un arriviste prêt à tout. Né à Chicago, Bruce Dern, le père de Laura, est l'incarnation même de l'acteur de caractère capable de basculer du génie instable au psychopathe terrifiant. Issu d'une famille de la haute bourgeoisie américaine, il se forme à l'Actors Studio sous l'égide d'Elia Kazan et apparaît dès les années 60 dans Pas de printemps pour Marnie, un petit rôle mais une entrée remarquée chez le maître du suspense, Pendez-les haut et court de Ted Post, Mais l'âge d'or et la consécration arrivent dans les années 70, Silent Running de Douglas Trumbull, Complot de famille où il retrouve Hitchcock pour son ultime film, cette fois dans le rôle principal, Black Sunday de John Frankenheimer, Driver de Walter Hill, le retour de Hal Ashby qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Dans les années 80 et 90, il tourne Les Banlieusards et The Hall sous la direction de Joe Dante, et Tarantino le dirigera dans 3 films, Django Unchained, Les 8 salopards, Once Upon a Time in Hollywood. Boss wants us to work together. Good. I understand that Dave Evans He was a good cop. I'm sorry about what happened. Good. Hey, let's get something straight right now, pal. All right? I didn't volunteer for this assignment. Louis Gossett commence sa carrière sur les planches de Broadway dès l'âge de 17 ans et fait partie de cette génération d'acteurs afro-américains qui ont brisé les barrières raciales à Hollywood en imposant des personnages d'une grande dignité, souvent investis d'une autorité morale ou militaire. On le verra dans Les Grands Fonds de Peter Yates, Officier et Gentleman de Taylor Hackford, une performance qui lui permet de remporter l'Oscar du meilleur second rôle, Aigle de fer de Sidney G. Furie, Ennemi de Wolfgang Peterson, un rôle étonnant sous un maquillage d'alien, la série B produite par Rip Lackanon, le temple d'or du vétéran Jack Lee Thompson, Punisher de Mark Goldblatt, monteur d'une flopée de films cultes. Whatever you're reaching for better be a sandwich because you're gonna have to eat it. You know I'm hanging a sign on you. Closed for the season. You dig that? You can't jack me up for no reason. Hey, no, you don't understand. You are in a world of trouble, man. And when I get on your case, I'm gonna take you on every time I see you. Now, I want you out of town. Now, that just don't mean here. Seconde collaboration avec Stuart Rosenberg après Luc la main froide, Zerbe s'est imposé comme un acteur de composition incontournable grâce à sa capacité à insuffler une intelligence froide et une menace latente à ses personnages, qu'ils soient du côté de la loi ou du crime. Parmi ses films notables, Le Survivant de Boris Sagal, où il est le leader albinos des mutants face à Charlton Heston, Papillon de Franklin Schaffner, Dead Zone de David Cronenberg, Permis de tuer de John Glenn, Star Trek Insurrection de Jonathan Frakes. Listen, Jake, Leo. Didn't make any difference. 1, inside investigation. I want 2 men on every victim. Work them good. 2, whatever else you're doing, I want you on the weapon. And don't forget the military for possible stolen goods. Get all the info broadcast, especially the narco squad on that hype. I think maybe the first, that'll be our first lead. And follow it all through Jake and Leo. And 3, shake up the fucking town.
Au générique également Kathy Lee Crosby, une figure emblématique de la télévision restée célèbre pour avoir été la toute première incarnation de Wonder Woman à l'écran en 1974, Joanna Cassidy, qu'on verra la même année dans Échec à l'organisation, disponible sur la chaîne, et bien plus tard dans le rôle de l'androïde traqué par Harrison Ford dans Blade Runner, Clifton James, le shérif Piper dans Vivre et laisser mourir et L'homme au pistolet d'or, et enfin Francis Lee McCain, ici dans son premier rôle au cinéma, et qui affrontera en 84 les méchants Gremlins de Joe Dante. Oh no, weren't they dating or anything? I mean, did your roommate go out with a lot of men? She didn't go out with men at all. And what about you? I don't think that's any of your business. Do you? L'un des atouts majeurs du film réside dans son utilisation exhaustive des décors naturels de San Francisco. Stuart Rosenberg a refusé le tournage en studio, filmant même les intérieurs sur place pour garantir une texture visuelle authentique. Le San Francisco de 1973 montré par le cinéaste est loin des cartes postales. C'est une ville de quartiers crasseux, de clubs de striptease, de gares routières anonymes et d'une marginalité omniprésente. David M. Walsh, le chef opérateur de Transamerica Express et du toboggan de la mort, a utilisé des techniques spécifiques pour renforcer le sentiment d'immersion. L'usage de focales longues permet de compresser l'espace urbain, entourant les personnages d'un bourdonnement d'activités humaines et mécaniques constant. Les séquences nocturnes sont souvent filmées avec une légère brume, évoquant l'humidité de la baie de San Francisco, tout en créant une atmosphère de film noir moderne, baignée de néon et de bitume mouillé. Formé à Paris auprès de la célèbre Nadia Boulanger, professeur entre autres de Quincy Jones, Charles Fox est un musicien complet, à la fois pianiste de jazz et compositeur classique de formation. Sa carrière cinématographique et télévisuelle est marquée par une versatilité impressionnante. Il est le co-créateur du générique de la série Happy Days, a écrit le thème musical de La Croisière s'amuse et celui de Wonder Woman. Wonder Woman, now the world is ready for you. Au cinéma, on lui doit la musique de Barbarella, Les insectes de feu ou Un tueur dans la foule. Pour la bande originale du flic ricanant, contrairement aux orchestrations amples de l'époque, Fox opte pour une musique qui n'intervient que par touche chirurgicale. Il n'existe aucune édition discographique de cette œuvre. Le film contient environ 5 minutes de musique, pas de quoi remplir un CD. Néanmoins, il y a un passage assez punchy que j'aime beaucoup et qui accompagne de courtes scènes de filature. Ce sont les seuls moments où la musique se fait remarquer, mais pour la bonne cause. Le film est présenté à la sous-commission du CNC le 4 février 1974. Voici l'avis des membres qui la composent. Pour la défense nationale, avis conforme à celui de l'intérieur. Renvoi en plénière pour interdiction aux mineurs de 13 ans, scène de violence sanglante. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, étant donné le climat malsain dans lequel se déroule l'enquête et les nombreuses scènes sanglantes, je demande l'interdiction au moins de 13 ans. Les nombreuses scènes de violence, meurtres sanglants, tueries justifient une interdiction aux mineurs de 13 ans. Demande d'interdiction au moins de 13 ans. Du sang, des meurtres, des personnages peu recommandables empêchent ce film d'être vu par un jeune public.
Dans un courrier envoyé quelques jours plus tard, le studio accepte cette interdiction au moins de 13 ans. Voici donc le compte rendu définitif de la commission de contrôle. J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'après avoir examiné cette production le 4 février 1974, la commission de contrôle des films cinématographiques a proposé son interdiction aux mineurs de 13 ans en raison de scènes violentes et sanglantes insusceptibles par leur caractère malsain d'être présentées devant un jeune public. Cette interdiction pouvait être justifiée en 1974. Aujourd'hui, le film serait tout public. We don't know yet. Toxicology will be finished this afternoon. I can make a guess, though, that the Chinese kid was high on reds. All the superficial signs. Anybody relieve Collins? Yeah, Larmore just did. And there are no deformities or masses noted, period. Post-mortem rigidity is trace in the extremities, but well developed in the jaw, period. Post-mortem lividity is trace over the dorsal aspects of the body, period. There is a... L'affiche américaine est un modèle d'efficacité graphique. Elle s'éloigne des codes classiques du polar d'action pour embrasser une esthétique plus radicale. L'utilisation exclusive du noir et du jaune acide, très saturé, crée une agression visuelle immédiate. L'image centrale montre un homme tenant une arme automatique. Le fait que le visage soit effacé par ce traitement graphique suggère que le danger est anonyme et omniprésent dans la ville. L'affiche française conserve l'ADN graphique de sa cousine américaine, mais opte pour une palette de couleurs beaucoup plus large. Ce choix lui donne une esthétique presque pop art ou psychédélique. Contrairement à l'américaine, la française ajoute en haut à droite une photo de Walter Matthau, cigarette au bec, l'air désabusé. L'affiche espagnole abandonne totalement la silhouette solarisée du tueur de masse pour se focaliser sur la star du film en pleine action, avec un petit côté inspecteur Harry. Enfin, la danoise est sans doute la plus narrative de cette sélection, en intégrant plusieurs éléments du film dans un patchwork visuel efficace. Some punks never learn. Jesus Christ, you're crazy. Pathetic. Larson? What's happening? Anything on that weapon? Working it, boss. Le film a bénéficié d'un budget de production de 2 millions de dollars, une somme plus que modeste pour un thriller de studio à l'époque. Toutefois, sa performance commerciale a été jugée décevante. Exploité le 20 décembre 1973 sur le marché nord-américain, il a généré environ 1,8 million de dollars, ce qui signifie qu'il n'a pas atteint son seuil de rentabilité et les recettes mondiales n'ont pas permis de compenser ce démarrage timide. En même temps, sortir un tel film la semaine de Noël était sans doute un peu suicidaire. En France, le film sort le 21 mars 1974 et totalise près de 64 000 entrées, principalement concentrées sur Paris et sa périphérie. Comme souvent, c'est à l'occasion d'une diffusion télé que j'ai découvert ce film avec le fameux rectangle blanc en bas à droite de l'écran. Polar solide, souvent sous-estimé, le flic ricanant suit l'enquête sur un massacre dans un bus où l'une des victimes est le partenaire d'un flic cynique interprété par Walter Matthau. Remember that department store thing, though? That guy chopping down on people from the escalator? That one was Superman. I don't know. This is the worst one I've seen. It keeps getting worse all the time. There's just so many sick assholes running around. Sometimes I think the department ought to issue us whips and chairs. Le film s'inscrit dans une période de mutation profonde de l'industrie cinématographique où les conventions du film noir classique ont été réinventées pour refléter le cynisme, la violence urbaine et les tensions socio-politiques d'une Amérique en crise. Mais il se distingue surtout de ses petits camarades par son approche délibérément lente et méthodique de l'enquête. Le flic ricanant dépeint le travail policier sans glamour,
Fausses pistes, filatures, interrogatoires infructueux, pression hiérarchique, et dresse un portrait accablant des relations entre la police et la communauté. Dans le San Francisco post-Vietnam et en plein Watergate, les policiers sont perçus comme des porcs par une grande partie de la population. Rodney, we found a hot car with your name on it. Why don't you just come on down and clear it up? Listen, man, I don't know nothing about no damn car. I'm not going anywhere. So if you want my ass, you better have to take it. Pig. A l'inverse, les policiers affichent un mépris certain pour les citoyens qui sont censés protéger, les traitant souvent comme des suspects en puissance ou des obstacles bureaucratiques. I'm interested in a piece of hardware, like a grease gun. Feels like I ain't got no bottom to my mouth, you know what I mean? Feels like a stud. You know what I mean? I could have that fixed for you permanently. You know what I mean? He's with me. Jake, what'd I do? Stuart Rosenberg livre une réalisation technique compétente, marquée par un souci de vérité. L'ouverture est particulièrement marquante, la séquence du massacre dans le bus est brutale, presque documentaire, et reste l'un des temps forts du film. Elle pose un ton viscéral qui évoque parfois le polar italien de l'époque. Le cinéaste excelle aussi dans les vignettes réalistes, descente dans les milieux interlopes, confrontation avec un forcené vétéran du Vietnam, ou encore cette scène un peu rude où une femme se défenestre pour échapper à son ravisseur. Tag 3 to all units. Hold everything. Walter Matthau est magistral, anti-héros bourru, cynique, mâchouillant son chewing-gum, il apporte une humanité fatiguée et une présence magnétique, même si son personnage reste distant. Le titre ironique souligne l'absence totale d'humour chez ce flic ricanant qui a tout vu et ne rit plus. Quant à Bruce Dern, il excelle en Leo Larsen, partenaire impulsif et arrogant, un contrepoint parfait, plus jeune et plus cow-boy. Listen, pal, that was my collar. I made it good. Thing is on tape, the statement is good. Hey, I'm gonna tell you something. Don't ever pick up stuff off my desk again, got it? I'm sorry. Le flic ricanant est un bon polar des années 70, supérieur à la moyenne par son réalisme procédural, son atmosphère urbaine et ses interprétations. Le film interroge la frontière entre flic et criminel et le coût humain du métier. Il brille surtout dans sa première partie et ses vignettes sociologiques, mais souffre d'un léger essoufflement narratif et d'une résolution un peu hollywoodienne qui trahit son ambition documentaire. Il reste toutefois un témoignage précieux sur l'Amérique des années 70 et une belle pièce du puzzle des polars urbains réalistes. À redécouvrir pour son ambiance unique et le duo Matthau-Dern. Can't you see it? I see one thing. I see why you're such a good cop, and only one reason, because you're so screwed up otherwise. You're beyond human belief, you understand that? You got nothing else, no private life, nothing. Well, what the hell are you worried about? Your goddamn pension? That's exactly it! Put in the 25 and pick up my 55. All I'm asking you to do is to help me watch a guy for a few days. That's all routine. It is not routine, Jake! Goddammit, if the boss says forget it! All right, then forget it. Forget it. Le film a bénéficié d'une sortie en haute définition en 2016. C'est l'édition de référence sur le marché français. Le master utilisé par Remini est globalement propre, bien qu'il commence à accuser son âge. Le grain cinématographique est présent et la définition correcte. Les gros plans sur Walter Matthau ou Bruce Dern révèlent de beaux détails, mais les plans larges urbains peuvent parfois manquer de piqué. Le DVD sorti simultanément utilise le même master avec les limitations logiques du format SD. I was using this car. I swear, my children's eyes. My brother, he was spoiling a sprite, you know? Swear to God. Oh, my mother's grave, I swear. Pig. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à ce polar urbain peu connu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, et je vous dis à très bientôt, bye bye.